Pourquoi j'investis exclusivement dans des entreprises qui reversent des dividendes? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Beaucoup de personnes se demandent dans quoi investir. ETF, actions de croissance, dividendes, SCPI. Il existe des dizaines et des dizaines de placements ou encore immobilier, même avec de l'immobilier physique. Et c'est assez compliqué de se dire quel est le meilleur dans lequel il faut investir. Déjà, premièrement, quand on parle immobilier et bourse, je trouve que ça sert à rien de les comparer les deux. Je trouve que pourquoi pas faire les deux? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vis en France et dans d'autres pays également, tu peux avoir accès au crédit pour investir dans l'immobilier. Et je trouve que ce serait dommage de s'en priver, dommage d'avoir ce levier de bancaire quand tu peux aller chercher du cash flow, quand tu peux aller chercher des opérations immobilières qui vont te rapporter plus-value, plus cash flow grâce au loyer potentiel en fonction de la stratégie que tu utiliseras. Donc pour moi, il ne faut pas vraiment choisir entre bourse et immobilier, il faut faire les deux. Il faut faire les deux et rien ne t'empêche aujourd'hui d'investir en bourse et d'investir dans l'immobilier. Donc moi, à l'heure actuelle, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore investi dans l'immobilier physique. Donc je possède des parts dans des SCPI, mais dans des REIT. Okay, donc c'est l'équivalent aux États-Unis. Et c'est tout. Je n'ai pas encore investi dans l'immobilier, c'est dans mes projets. Cette année, j'aimerais aller investir dans l'immobilier aux États-Unis. Mais ce n'est pas encore fait, donc je vais principalement te parler de la bourse. Et de la bourse, la stratégie ici, c'est les dividendes. Pourquoi j'ai choisi d'investir dans une stratégie dividende et pas des ETF? La première chose, c'est que les ETF, ça ne m'intéresse pas pour plusieurs raisons. Beaucoup de personnes sont fans des ETF, mais pour leur facilité, pour le fait qu'au moins tu n'as pas à faire de stock picking, pour le fait que ça va répliquer le marché, pour toute la facilité que ça offre. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si ça offre beaucoup d'avantages, ça va également offrir des inconvénients. Et tout est une question de balance dans la vie. Donc si tu as beaucoup de plus, tu vas avoir également beaucoup de moins. C'est toujours quelque chose qui se contrebalance. Maintenant, à voir, est-ce que les moins te conviennent ou est-ce que les moins ne te conviennent pas? Personnellement, ils ne me conviennent pas pour plusieurs raisons. Le premier gros moins qu'il y a avec les ETF, ce sont les frais. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau dire oui, mais maintenant il y a des ETF avec quasiment pas de frais où les frais sont lissés avec le marché, etc. Il y a toujours des frais et c'est des frais qui sont souvent en pourcentage de ce qu'on va de la performance. Ça paraît anodin, 0,5% de frais, 0,3% de frais, je ne sais pas exactement à combien ils sont, ça varie entre chaque ETF, mais sur du long terme, avec de l'intérêt composé, ça représente beaucoup d'argent quand on arrive à la retraite, quand on arrive à la période où il faut retirer son argent. Deuxième raison pour laquelle je n'investis pas dans des ETF, c'est que c'est jeune, c'est nouveau. On a beau dire ce qu'on veut, les ETF, ça existe depuis une trentaine d'années à peu près. C'est pas plus vieux que ça, c'est quand même très récent. Et l'autre point, c'est que l'ETF donne surtout le pouvoir à l'entreprise qui émet cet ETF. Donc BlackRock, Vanguard, toutes ces entreprises qui sont émettrices d'ETF, c'est entre guillemets elles qui ont le pouvoir parce que toi, tu ne possèdes pas vraiment les actions que tu vas avoir. Quand tu vas acheter un ETF S&P 500, tu ne vas pas vraiment posséder une part dans les 500 entreprises. C'est ton fournisseur d'ETF qui possédera cette part. Et ça, c'est quelque chose qui personnellement me dérange. Moi, je vais avoir des parts directement dans l'entreprise dans laquelle j'investis. Bien évidemment, c'est pas un truc qui, pour certains, c'est pas important. Mais pour moi, c'est important et c'est ce qui me pousse à faire cette décision. La dernière raison qui fait que je n'ai pas investi dans des ETF et que je n'investis pas dans les ETF, c'est que si tu regardes les portefeuilles, on va dire des grands fonds d'investissement, des grands investisseurs, Warren Buffett, Bill Gates, Bill Ackman, enfin, tout ça, et tu regardes leur portefeuille, il n'y a pas vraiment d'ETF. Alors on a un peu d'ETF dans le portefeuille de Ray Dalio, ça représente 8% il me semble, ou 10% du portefeuille, et en général c'est dans des phases de transition, c'est-à-dire que c'est pour avoir de l'argent, plutôt que l'éviter de l'avoir en cash, il va plutôt le mettre dans des ETF, parce qu'il a quelque chose à y gagner tout simplement, et que c'est en attendant d'avoir l'argent disponible pour l'injecter dans une opportunité. Mais c'est pas leur truc, ils cherchent pas à avoir des ETF, parce qu'ils cherchent à faire mieux déjà que les ETF, et deuxièmement, ils ont bien compris que l'ETF n'est pas fait pour enrichir les particuliers, l'ETF est surtout fait pour enrichir la banque émettrice de cet ETF, l'institution qui va émettre l'ETF. Donc, certes, Warren Buffett a dit un jour qu'il conseillait aux particuliers d'acheter des ETF. Mais il faut lire entre les lignes, il faut comprendre ce qu'il veut dire. Il dit que, déjà, et j'en suis d'accord avec ça,
c'est plus intéressant d'investir dans des ETF que de ne pas investir du tout. Là, l'histoire, elle est claire, c'est clair et net. Il vaut mieux investir dans les ETF que ne pas investir du tout. Maintenant, si tu as le choix entre passer pendant un mois, on va dire une dizaine, une quinzaine d'heures, à apprendre à investir en bourse, à te former, à développer une nouvelle compétence qui te sera utile toute ta vie et qui te sera utile dans plein d'autres domaines. Parce que ce que tu vas apprendre pour devenir un bon investisseur en bourse, tu pourras t'en servir quasiment dans tous les domaines de ta vie. Et c'est une compétence qui est recherchée, c'est une compétence qui est utile et ça va te faire travailler ta logique, ton bon sens, ton sens de la critique et ton sens de la recherche. Et ça, c'est des choses qui vont être très utiles. Alors oui, si tu veux investir en bourse et faire du stock picking, tu vas devoir sélectionner tes actions. Tu vas devoir apprendre à faire ça. C'est pas quelque chose que tu vas faire naturellement d'un coup. Il va falloir que tu apprennes. Mais je trouve ça dommage de se dire non, je veux pas apprendre. Je veux aller dans les ETF parce que c'est facile. Je trouve que c'est vraiment dommage et que tu passes à côté de beaucoup de connaissances, de beaucoup de savoirs qui pourraient être utiles dans tous les domaines de ta vie. La raison est que déjà, premièrement, les entreprises axées plutôt croissance, souvent, c'est dans des entreprises assez jeunes qui sont pas super matures et qui vont avoir des... on va devoir faire un pari sur l'avenir. On va devoir se dire, ok, cette entreprise va être rentable un jour, ou ok, cette entreprise va toujours y avoir des gens qui seront prêts à me l'acheter plus cher que ce que je l'ai acheté. Donc c'est beaucoup de spéculation et ça me semble assez compliqué. Alors bien évidemment, il y a des exceptions. On a toujours des entreprises comme Facebook, Google, Amazon, où on est dans des entreprises qui continuent à générer de la croissance, qui continuent à générer des profits, mais on n'est pas sur la même... on va dire qu'il n'y a pas énormément d'entreprises comme ça. La majeure partie des entreprises dans lesquelles on veut investir dans de la croissance, c'est des entreprises relativement jeunes et c'est des entreprises, il faut avoir confiance. Donc ça, déjà, c'est très bien. Deuxième point, c'est que je trouve qu'il faut avoir des connaissances un peu plus poussées, qu'il faut être meilleur, entre guillemets, en analyse que quelqu'un qui va investir dans des sociétés qui ont des dividendes. Parce que quand on mise que sur la croissance, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup d'investissements qui doivent être faits par ces sociétés. Et ces sociétés, à trop investir un peu partout, elles risquent de se tromper. Et nous, on va en payer le prix. Donc c'est quelque chose que je trouve pas dangereux, mais à mon sens, je trouve que c'est un peu plus difficile d'analyser des entreprises pour faire de la croissance que des entreprises pour le dividende. C'est d'ailleurs pour ça, en général, que ceux qui sont bons pour des entreprises de croissance vont avoir un portefeuille qui va performer bien mieux que les autres. Après, maintenant, l'idée, c'est sur combien de temps. C'est ça, toute l'idée globale, c'est sur combien de temps. Est-ce que le portefeuille va performer mieux pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans, quand les marchés sont sous testostérone, quand les marchés sont boostés par l'impression monétaire, ou alors ça va fonctionner mieux sur 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 100 ans. Par exemple, un peu comme a fait Warren Buffett avec son 19% par an historique depuis 60 ans, je crois, ou 50 ans. Donc, tout dépend. Et cette performance, je trouve qu'elle est quand même très compliquée à atteindre pour un particulier qui n'est pas forcément expert de la bourse, qui ne fait pas ça de son métier, dont c'est juste, on va dire, un hobby pour mettre son argent de côté, pour faire travailler son argent, mais qui n'a pas l'objectif d'avoir un fonds d'investissement où c'est pas toute sa vie, c'est juste faire travailler son argent. C'est pour ça que moi, étant donné que j'ai mon job à côté, que je fais du trading, etc., le mieux pour moi, c'était directement la stratégie des dividendes. C'est pour ça que pour moi, si tu as un job à côté, si tu as ton business qui tourne à côté et que tu veux juste investir ton argent pour combattre au mieux l'inflation, pour dégager un revenu passif, pour moi, c'était la stratégie dividende qui faisait le plus de sens. Parce que c'est la seule stratégie qui est réellement passive, qui apporte un réel revenu passif. À savoir que les marchés montent, baissent ou stagnent, tu touches un dividende. Les entreprises continuent de te payer leurs dividendes. Alors en fonction d'où tu investis, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans. Moi en général, la majeure partie des entreprises dans lesquelles j'investis me versent un dividende tous les trimestres. Et j'ai fait corréler tout leur calendrier pour que je touche des dividendes tous les mois. Alors il y a certains mois c'est beaucoup plus élevé que d'autres, mais dans l'idée, il n'y a pas un mois de l'année où je ne touche pas de dividendes, où je ne suis pas payé pour être actionnaire de ces entreprises. Et ça, c'est quand même fabuleux parce que même quand on est dans un bear market, on est payé, on touche le dividende. Donc on n'a pas besoin de se dire, ok, admettons, là tu dois partir à la retraite demain, ou dans 10 ans, disons, si tu en as une, c'est pas la question. Admettons que tu dois partir à la retraite et que ton seul moyen de vivre, c'est de revendre des actions que tu avais en bourse. Ok, donc tu revends une partie de tes actions. Si au moment où tu dois revendre,
bah, ton portefeuille est en moins-value de 5, 10, 15, 20%, ce qui peut arriver, ce qui est normal, hein. Bah, si tu es dans cette situation, ça fait chier de revendre parce que tu vas devoir, ça va être beaucoup plus compliqué de rattraper ces pertes avec un capital qui est amoindri et en ayant pris en ayant accepté les pertes en revendant. Donc c'est quelque chose qui est dommage. Alors qu'avec le dividende, bah, peut-être ton portefeuille sera en moins-value, mais malgré la moins-value, tu toucheras quand même un dividende qui lui ne sera pas forcément corrélé avec le marché, et ce qui te permettra tout simplement de vivre, d'utiliser cet argent, tu le mets sur ton compte en banque et tu peux le dépenser avec ta carte, quoi. Donc c'est ça qui est quand même assez important pour moi avec le dividende, d'avoir ce revenu 100% passif qui tombe de façon prédictible et qui augmente bien évidemment année après année, parce que les entreprises qui reversent un dividende, elles ont tendance à l'augmenter tous les ans pour rentrer dans ces fameuses listes des King Dividendes, des aristocrates dividendes. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, dans la description, je t'ai mis un dossier gratuit dans lequel tu retrouveras 50 entreprises qui reversent un dividende depuis plus de 20 ans avec une note. Donc tu peux retrouver ça dans la description de la vidéo. Un autre point qui m'a poussé vers la stratégie dividende, et c'est sans doute un des points les plus importants pour moi, c'est que historiquement, et là quand je te parle historiquement, c'est sur des études de plus de 50, 60, 100 ans, 150 ans, les entreprises qui reversent un dividende et qui l'augmentent tous les ans sont les entreprises qui performent le plus en bourse, sont les entreprises qui rapportent le plus d'argent aux actionnaires. Donc ce ne sont pas les sociétés de croissance, ce ne sont pas les bons coups qui sont faits, ce sont les sociétés qui reversent des dividendes et qui l'augmentent tous les ans et qu'on conserve. Donc à partir de ça, tu peux regarder sur internet, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui montrent ça, il y a des livres qui montrent un petit peu toutes les études où tu peux retrouver ça. Et donc à partir de ce moment, pourquoi se faire chier? Pourquoi se faire chier? Sachant qu'investir dans les sociétés qui versent des dividendes, je trouve ça quand même un peu plus simple que des sociétés de croissance, parce que l'analyse est vraiment simplifiée par le dividende. Parce que quand tu as une entreprise qui a de bonnes marges, quand tu as une entreprise qui a des chiffres d'affaires en légère croissance, alors on ne va pas chercher des croissances à 20-30% par an, mais une croissance à 5-10% par an, un bénéfice net en croissance de 5-10% par an, un dividende qui augmente entre 5 et 10% par an tous les ans, et qui est reversé depuis plus de 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans, c'est quand même rassurant. Et quand tu vois tous ces points, tu dis ok, visiblement l'entreprise est solide et sait quoi faire avec son argent. Un autre point, c'est que souvent les entreprises qui reversent des dividendes sont des entreprises vieilles. C'est des entreprises, certaines ont vécu les guerres mondiales, certaines ont vécu la bulle internet, d'autres ont vécu le krach de 2008. Donc elles ont vécu plein de choses, elles ont su gérer par rapport à plein de choses, et certaines ont conservé leurs dividendes malgré ces aléas qui pouvaient faire vraiment peur aux investisseurs. Si tu prends ça en compte, tu peux voir que ces entreprises tiennent à reverser leurs dividendes, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas le couper, elles veulent vraiment le garder, elles veulent vraiment le conserver pour les actionnaires, peu importe ce qui se passe. Donc c'est-à-dire qu'elles ont une gestion en interne qui est très bonne. Un autre point, les sociétés de croissance, souvent, elles ont ce truc du le CEO, le fondateur de la société est très important et il a une image très forte dans l'entreprise. Là, ces sociétés, elles existent depuis 50, 100 ans, 200 ans, donc elles ont déjà changé plusieurs fois de PDG, de CEO. Elles ont changé d'équipe de direction plusieurs fois. Donc c'est quelque chose qui est relativement nouveau et c'est quelque chose qui va entre guillemets un peu moins impacter le cours de l'action, parce qu'on a des entreprises qui se sont déjà adaptées à tout ça et qui savent gérer ce genre de changement. Et le dernier point, c'est que avec les dividendes, on va dire qu'il y a 3 phases un petit peu d'investissement. Tu vas avoir la phase d'accumulation. Donc là, l'idée, c'est tu injectes de l'argent tous les mois, tu réinvestis en plus de ça tes dividendes, histoire de faire tourner les intérêts, de les faire avancer le plus rapidement possible et de préparer la machine pour quand elle va exploser. Tu vois un peu les courbes d'intérêt composées où c'est flap, et après quand ça commence à monter, ça va très vite. Bien, dans cette phase d'accumulation, ça te permet d'aller très vite. D'un côté, si tu veux investir dans des ETF ou dans des actions croissance qui ne reversent pas forcément de dividendes, ou même avec les capitalisants, ça change un petit peu, mais si disons que tu es sur des ETF ou des actions de croissance sans dividendes, etc., tu vas galérer plus parce que tu n'as pas tes dividendes que tu réinvestis tous les mois, tu n'as pas tout ça. Beaucoup de personnes disent oui, mais les dividendes, c'est un problème par rapport à l'imposition. En soi, oui, il y a une imposition sur le dividende, on ne va pas se le cacher. Alors bien évidemment, après, tu as des moyens d'optimiser cette imposition. Tu as des moyens de payer moins d'impôts légalement, hein. Tu as des moyens pour arranger tout ça. Ça, c'est des trucs qui se travaillent. Mais même en sortant cette idée de
d'optimisation fiscale, tu as largement de quoi bien vivre avec les dividendes malgré les impôts. Et de toute façon, si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes de l'argent. Tu ne payes pas d'impôts quand tu ne gagnes pas d'argent. Il faut plus le voir comme « Ah, je paye des impôts parce que j'ai gagné de l'argent » plutôt que « Ah, je paye des impôts, ça va défoncer toute ma performance ». Alors c'est sûr que ce n'est pas quelque chose à négliger. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier les impôts, etc. Je suis juste en train de te dire que c'est pas parce qu'il va y avoir des impôts sur les dividendes que ça va détruire ta performance boursière, que ça va tout détruire. Non, la majeure partie du temps, si tu sélectionnes les bonnes actions, malgré les impôts, tu feras une meilleure performance que sur du long terme. Je ne te parle pas sur 3 ans, peut-être sur 3-5 ans, ta performance sera moins bonne à cause de l'imposition. Mais sur 5, 10, 15, 20 ans, ta performance sera largement meilleure. Alors si tu as une vision long terme et que tu veux vraiment faire quelque chose sur le long terme, à mon sens, la stratégie dividende est la plus adaptée. Et si en plus de ça, tu ajoutes un côté un peu value à la stratégie dividende, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un petit peu n'importe quoi, comme tous ceux qui sont sur Internet le font, à acheter des actions surévaluées tous les mois juste parce qu'elles sont cool, juste parce qu'elles sont connues, juste parce qu'elles sont entre guillemets bonnes pour du dividende, comme Coca-Cola, McDonald's, etc. ou Starbucks, et acheter ça tous les mois, parce que ce sont entre guillemets de bonnes actions alors qu'elles sont totalement surévaluées, au lieu d'agir bêtement comme ça, essaie d'aller chercher les entreprises qui versent des dividendes, qui ont connu une baisse, de rajouter cet aspect value à ta stratégie d'investissement. Comme ça, au moins, tu iras chercher de meilleures plus-values potentielles sur le long terme et t'éviteras d'investir dans les entreprises surévaluées et donc de prendre entre guillemets cher quand il y aura un bear market, parce qu'on le sait bien, les entreprises qui souffrent le plus dans les bear markets, c'était les entreprises surévaluées. Et d'ailleurs, les entreprises à dividendes sont connues pour être beaucoup plus résilientes, beaucoup moins volatiles quand le marché baisse. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire quelle est la stratégie que tu as choisie pour investir en bourse. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et quelle est selon toi la plus adaptée? Je rappelle, cette vidéo est à but informatif. Mon but, c'est pas que tu viennes investir dans des dividendes. Le but, c'est que tu aies un maximum d'informations, que je te partage toute ma vision. Je t'invite à aller aussi regarder les vidéos d'autres créateurs qui vont plus parler d'ETF, de stratégie de croissance, pour que tu vois un peu tous les points positifs, les points négatifs, que tu aies différentes visions et que grâce à ça, tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Parce que comme je le dis, il y a autant de portefeuilles boursiers qu'il y a d'êtres humains. Donc il faut vraiment que tu adaptes les choses à ta situation, à tes objectifs et à ce que tu veux. Donc si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu, abonne-toi en activant la petite cloche pour recevoir une notification à la sortie de mes prochaines vidéos. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!